France, 1814. Napoléon est vaincu, son empire en ruine. La nation est épuisée après des années de révolution et de guerre. Les Français rêvent de paix et de stabilité. Mais ce qui arrive ensuite est un bond dans le passé, le retour de la monarchie des Bourbons. Louis XVIII, le frère de Louis XVI, qui a été exécuté, revient d'exil, soutenu par les grandes puissances européennes. Mais ce n'est plus la France d'avant. Les idées révolutionnaires de liberté et d'égalité sont maintenant profondément ancrées. Louis sait qu'il ne peut pas juste effacer les 25 dernières années. Il doit marier l'ancienne monarchie avec la nouvelle France des citoyens. La restauration de 1814 à 1830 est une expérience risquée. Un roi peut-il gouverner une nation qui a un jour décapité son propre frère? Louis doit jongler entre les espoirs des royalistes et les droits acquis par les révolutionnaires. La restauration, c'est plus qu'un changement politique, c'est une négociation culturelle entre tradition et modernité. La première restauration est interrompue par le retour spectaculaire de Napoléon, les 100 jours, forçant Louis à fuir. Ce n'est qu'après Waterloo en 1815 que la seconde restauration commence, mais la France reste divisée. Le roi est à la fois un symbole du passé et une nécessité pour l'avenir, à la tête d'une nation qui peine à se reconstruire. Le défi, unir un pays fracturé sous une monarchie qui ne peut pas remonter le temps. L'enjeu, l'âme même de la France. Louis XVIII sait que la monarchie absolue est impossible. Pour faire le pont entre l'ancien et le nouveau, il propose la charte de 1814. Ce cadeau du roi préserve l'autorité royale, mais reconnaît les changements révolutionnaires. La charte crée un parlement, une chambre nommée, une autre élue par les plus riches, et garantit des droits clés, égalité devant la loi, liberté de religion et protection des biens saisis pendant la Révolution. C'est un compromis. La monarchie avec un petit goût de démocratie inspiré par la Grande-Bretagne. La charte tente d'unir le drapeau tricolore de la Révolution avec le drapeau blanc des Bourbons. Louis espère que ce document apaisera la France et créera une monarchie constitutionnelle stable. La charte devient le plan de la première expérience française de gouvernement parlementaire. Le système de la charte est une danse délicate entre le roi et le Parlement. Louis XVIII nomme les ministres, mais ceux-ci doivent collaborer avec les chambres pour gouverner. Pour la première fois, le débat politique quitte la rue pour s'installer au Parlement, donnant naissance à la politique française moderne. Seule une minuscule élite fortunée peut voter, environ 100 000 personnes sur 30 millions, laissant la plupart des Français de côté. Des factions politiques émergent. Les ultras veulent le retour à l'ancien ordre. Les libéraux réclament plus de liberté. Le roi doit naviguer entre ces rivalités pour maintenir la paix. Malgré ses défauts, cette époque enseigne à la France les bases du gouvernement représentatif et du compromis. Le contrôle du budget par le Parlement lui donne un vrai pouvoir, préparant le terrain pour la future démocratie. Les politiques instables de la Restauration sont un apprentissage nécessaire pour la République à venir. Sous la surface, la France est coupée en deux. Les ultras, nobles et royalistes veulent la revanche, les privilèges perdus et un retour à la monarchie absolue. Les libéraux, bonapartistes, révolutionnaires et la nouvelle bourgeoisie défendent les acquis de 1789 et poussent au progrès. C'est plus que de la politique, c'est une guerre culturelle entre l'ancienne aristocratie et les industriels montants. Les ultras rêvent d'une France rurale dominée par l'Église. Les libéraux se tournent vers l'industrie et le commerce mondial. Le roi louvoie entre les factions, mais après 1820, les ultras prennent le dessus, renforçant la censure et creusant les divisions. Le système de la charte essaie de contenir le conflit, mais la tension ne cesse de monter. La lutte entre tradition et modernité définit l'époque et sème les graines de la chute de la monarchie en 1830. La France est une nation en guerre contre elle-même. L'histoire, ce sont les gens qui la font, et le casting de la Restauration est inoubliable.
Louis XVIII est pragmatique, endurci par l'exil et déterminé à sauver la monarchie par le compromis. Son frère Charles X, le champion des ultras, est rigide et réactionnaire. Son refus de s'adapter mène au désastre. L'ombre de Napoléon plane, inspirant les libéraux et hantant les Bourbons avec des souvenirs de gloire. Les 100 jours prouvent à quel point la monarchie est fragile. En coulisses, des maîtres de la survie comme Talleyrand manipulent tous les régimes, incarnant la ruse politique. Les ambitions et les défauts de ces hommes sont le moteur du drame de la Restauration. Leurs choix deviennent le destin de la France. La Restauration est une grande pièce de théâtre, chaque personnage façonnant le destin de la nation. Leurs héritages résonnent bien après que le rideau est tombé. La Restauration est brisée par l'audacieuse évasion de Napoléon de l'île d'Elbe en 1815. Avec seulement 1 millier d'hommes, il marche sur Paris. Les soldats envoyés pour l'arrêter rejoignent sa cause. Près de Grenoble, il défie les troupes royalistes de Tirée. Au lieu de ça, elle crie « Vive l'empereur !» et se rallie à lui. Louis XVIII s'enfuit. Napoléon reprend le trône sans effusion de sang. Pendant 100 jours, il tente de régner en empereur plus libéral, mais les puissances européennes s'unissent contre lui. À Waterloo, Napoléon est vaincu de manière décisive par les Britanniques et les Prussiens. Exilé sur la lointaine Sainte-Hélène, il ne reviendra jamais. Louis XVIII rentre, mais les 100 jours laissent la France plus divisée et la monarchie plus méfiante. La légende de Napoléon perdure, alimentant l'opposition aux Bourbons. La Restauration reprend, mais les cicatrices du retour de Napoléon ne guérissent jamais complètement. L'avenir de la France reste incertain. Pendant que la politique fait rage, la révolution industrielle transforme discrètement la France. Chemin de fer, usines et vapeurs remodèlent l'économie, créant une nouvelle bourgeoisie de banquiers et d'entrepreneurs. Ces industriels s'enrichissent et exigent plus d'influence politique, se rangeant souvent du côté des libéraux. Pendant ce temps, une nouvelle classe ouvrière émerge, des travailleurs urbains confrontés à des conditions difficiles et à la pauvreté. Le malaise social couve alors que les travailleurs commencent à s'organiser et à faire grève. Le gouvernement de la Restauration, concentré sur la stabilité politique, ignore ces changements, laissant l'inégalité croître. L'écart entre riches et pauvres se creuse, alimentant de futurs bouleversements. L'industrialisation forge une France moderne, mais approfondit aussi les divisions sociales. La monarchie n'est pas préparée au nouveau monde qu'elle a déclenché. Imaginez la Restauration dans le monde numérique d'aujourd'hui. Le retour du roi serait un événement médiatique mondial, en tête des tendances sur les réseaux sociaux. La charte pourrait être un contrat blockchain, débattu en direct en ligne. Le vote serait numérique et n'importe qui pourrait devenir un influenceur politique. Ultras et libéraux se battraient sur des forums cryptés et des campagnes virales. Napoléon pourrait organiser un coup d'État numérique avec une vidéo virale. La censure serait impossible. L'activisme numérique submergerait les politiques réactionnaires. À l'ère hyper connectée, les conflits de la Restauration se dérouleraient plus vite et se termineraient peut-être encore plus chaotiquement. La Restauration est plus qu'une pause entre deux révolutions. C'est une expérience vitale pour équilibrer tradition et changement. La charte introduit la France à la vie parlementaire et au compromis, plantant les graines de la future démocratie. La lutte de l'époque entre ultras et libéraux est intemporelle. Chaque société doit équilibrer ses racines et ses ailes. La leçon, on ne peut pas effacer l'histoire, mais on ne peut pas ignorer la demande de progrès. Le pragmatisme, pas la rigidité, est la clé de la survie. La maison de la Restauration s'est effondrée, mais ses plans ont façonné la France moderne. Son histoire nous pousse à chercher le compromis et à construire une vie commune, même avec ceux avec qui nous sommes en désaccord. Dans ses échecs et ses espoirs, la Restauration parle encore à nos temps divisés.